Aucune nounou n'avait réussi à tenir avec les jumeaux du milliardaire jusqu'au jour où la fille d'une femme de ménage est entrée dans leur vie et a changé tout ce qu'ils pensaient que l'amour ne pouvait réparer. Le manoir des Anderson avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf la paix. 12 nounous étaient venues et reparties chacune, laissant les mêmes mots sur ses lèvres. Ces garçons sont irrécupérables. Mais alors, une voix douce dans le couloir dit « Ils ne sont pas mauvais, ils sont juste perdus. » Cette voix n'appartenait ni à un thérapeute, ni à un professeur. Elle appartenait à une fille de 11 ans, tenant un chiffon à poussière dans sa main. Ce qui avait commencé comme la dernière tentative désespérée d'un père pour rétablir l'ordre se transforma en un voyage qui reconstruisit un foyer brisé. Voici l'histoire de la manière dont la fille d'une femme de ménage a appris à un milliardaire que l'amour ne se loue pas. Et parfois la plus petite ancre peut calmer la tempête la plus violente. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Nous adorons voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Maintenant, revenons à notre récit. Profitez de l'histoire. Certaines flammes ne peuvent s'éteindre qu'avec une pluie douce, pas un déluge. Le silence dans le vaste manoir était fragile, facilement brisé. Dans la salle de jeu immense au 2e étage, il se brisa comme une assiette tombée. James Anderson se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de jeu, un champ de bataille de jouets et de livres encore fermé. Ses jumeaux de 6 ans, Léo et Owen, étaient en guerre. Une tour de blocs de bois coûteux, importée d'Allemagne, avait été renversée. Une girafe en peluche, le cou plié dans un angle anormal, gisait au milieu du chaos. Léo, le visage figé par des larmes de colère, serrait un camion de pompiers rouge vif. Owen, au regard tout aussi orageux, essayait de le lui arracher. « C'est à moi !» hurla Léo, son petit corps tremblant de rage. « Non, c'est à moi !» rugit Owen en retour, sa voix reflétant celle de son frère. C'était la scène qui avait accueilli la dernière nounou, une femme titulaire, d'un doctorat en psychologie de l'enfant, juste avant qu'elle ne démissionne. Elle n'avait tenu que 3 jours. Celle qui l'avait précédée, une Britannique stricte aux références impeccables, n'avait tenu qu'1 semaine. En 2 ans depuis le décès de sa femme, Eleanor James avait engagé et perdu 12 nounous. Chacune était partie avec un sourire crispé et un chèque qui aurait pu acheter une petite voiture, marmonnant que les garçons étaient ingérables. James, un homme capable de commander une salle de conseil remplie de dirigeants impitoyables d'un simple mot posé, sentit une vague familière d'impuissance l'envahir. Il était milliardaire titan de l'industrie, mais il échouait dans le seul rôle qui comptait vraiment. Il voyait sa défunte épouse, dans la détermination de leurs mâchoires, dans la loyauté féroce qu'ils se témoignaient l'un à l'autre. Même dans leur colère, il ne savait pas comment les atteindre. Il avait tout essayé, thérapeute, tableau de récompense, emploi du temps strict et un flot sans fin de jouets. Rien ne fonctionnait. Le deuil dans sa maison s'était transformé en une colère constante, simmering. Il s'apprêtait à intervenir avec la voix ferme et distante qui échouait toujours à les calmer lorsqu'il entendit un léger bruit derrière lui. Il se retourna et vit Sarah Carter, sa gouvernante, dans le couloir. C'était une femme calme et fiable, présente, depuis 1 an la tête baissée, le travail impeccable. À côté d'elle, tenant un chiffon à poussière dans sa petite main, se tenait sa fille Émilie. Émilie avait 11 ans, les cheveux blonds attachés en une queue de cheval soignée et des yeux couleur ciel d'été. Des yeux calmes et intelligents qui semblaient tout voir. Elle regardait au-delà de James vers la salle de jeu et la tempête furieuse qui y régnait. Elle n'était ni choquée ni effrayée. Elle observait l'expression concentrée comme si elle étudiait un puzzle compliqué. Sarah posa une main sur l'épaule de sa fille, une silencieuse excuse pour l'intrusion. « Je suis désolée, monsieur Anderson.
murmura-t-elle. Émilie vient. Ne dérangeons pas Monsieur Anderson et les garçons. Mais Émilie ne bougea pas. Son regard était fixé sur les jumeaux. Owen avait enfin arraché le camion de pompiers des mains de Léo et le tenait maintenant au-dessus de sa tête comme un trophée. Léo, vaincu, s'était effondré sur le sol, son petit corps secoué de sanglots. La victoire d'Owen était creuse. Il regarda le camion dans ses mains, puis son frère en pleurs, et une expression de confusion et de misère traversa son visage. Il n'avait pas voulu le camion, il voulait le combat. « Ce ne sont pas de mauvais garçons », dit une petite voix. James baissa les yeux. Émilie le regardait, son expression sérieuse. « Ils sont juste perdus », dit-elle. Leur ancre a disparu, alors ils font de grandes vagues pour voir si elles atteignent le rivage. James la fixa, surpris par cette métaphore simple mais profonde. Il avait entendu une douzaine d'experts tenter d'expliquer le comportement de son fils en termes cliniques complexes. Aucun d'entre eux n'avait fait autant de sens que cette fille de 11 ans. « Que sais-tu des ancres ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. « Mon arrière-grand-père était dans la marine », répondit Émilie, le regard inébranlable. « Sergent Elias Vance. Il disait qu'un navire dans une tempête sans ancre n'est qu'un morceau de bois flottant. Il est ballotté par les vagues jusqu'à ce qu'il se brise sur les rochers. Il disait « Les gens sont pareils ». Sarah sembla horrifiée. « Émilie, tu ne devrais pas déranger Monsieur Anderson. Je suis vraiment désolé, monsieur. » James leva la main pour la faire taire. Il s'accroupit légèrement pour se mettre à la hauteur d'Émilie. « Alors, que suggères-tu que je fasse, Émilie? » « Il semble que je sois complètement à court d'encre. » L'expression d'Émilie était sérieuse. « Vous n'avez pas besoin de nounou, monsieur Anderson. Vous avez déjà essayé. Elles sont comme des capitaines qui montent à bord et essaient de diriger le navire dans une nouvelle direction. Mais l'équipage, Léo et Owen, ils ne font pas confiance à un nouveau capitaine. Ils vont juste se battre contre lui. » Elle prit une petite inspiration, comme pour se donner du courage pour ce qu'elle allait dire ensuite. Ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui puisse juste être dans le bateau avec eux. Pas pour le diriger, juste pour y être. Un ami. James sentit une étincelle de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la curiosité. « Et qui avais-tu en tête pour cet ami ?» Émilie le regarda droit dans les yeux. « Moi, » dit-elle. « Juste pour une semaine, un essai d'une semaine. Je passerai du temps avec eux. Je ne serai pas leur nounou. Je ne leur dirai pas quoi faire. Je serai juste là avec eux. On peut construire des choses, lire, ou juste s'asseoir tout ce qu'ils veulent. » James s'apprêtait à rejeter l'idée. C'était absurde. Elle était elle-même une enfant. Que pourrait-elle faire que toute une équipe de professionnels ne pourrait pas? Mais alors il regarda la salle de jeu, ses deux fils misérables, et vit la confiance tranquille dans les yeux d'Émilie. Il était désespéré, et parfois le désespoir fait écouter la voix la plus douce dans la pièce. « Une semaine, » dit-il, les mots lui surprenant lui-même. « Pas de problème. Au moindre souci, quoi qu'il arrive, le contrat est annulé et tu seras payé pour ton temps. » Bien sûr, Émilie secoua la tête. « Ce n'est pas un travail, monsieur Anderson. On ne peut pas payer un ami pour être un ami. La seule condition est que vous me laissiez faire à ma façon. » Sa mère semblait sur le point de s'évanouir, mais James se surprit à hocher la tête. « Très bien, Émilie. À ta façon pour une semaine. » Émilie sourit, un petit sourire sincère qui illumina son visage. « Merci, monsieur, » dit-elle. Puis elle passa devant lui et entra dans la salle de jeu. Elle ne s'approcha pas des garçons. Elle ne leur dit pas un mot. Elle se dirigea vers un coin de la pièce où se trouvait une grande maison de poupées oubliée recouverte d'une fine couche de poussière. Elle s'assit par terre devant et commença à disposer tranquillement les meubles miniatures. Les sanglots de Léo se transformèrent en reniflements.
Lui et Owen l'observaient tous les deux. Leurs visages tachés de larmes exprimaient à la fois suspicion et curiosité. Elle ne les regardait pas. Elle fredonnait une mélodie douce et sans tonalité, tout en déplaçant une petite chaise d'une pièce à l'autre. Après 5 bonnes minutes de cette activité silencieuse et concentrée, Léo s'approcha un peu. « Que fais-tu » demanda-t-il, la voix pleine de larmes. Émilie leva les yeux vers lui, l'expression calme et amicale. « Je prépare cette maison, » dit-elle. La famille qui y vit a fait un long et difficile voyage, et elle rentre enfin chez elle. Owen, toujours serrant le camion de pompiers rouges, s'approcha également. « Quelle famille » demanda-t-il. Émilie regarda la maison de poupée, puis les 2 garçons. « Je ne sais pas encore, » dit-elle pensivement. « J'attends toujours qu'ils me racontent leur histoire. » Pour la première fois de la matinée, la salle de jeu fut complètement silencieuse. Pas le silence fragile et tendu d'un cessez-le-feu, mais un nouveau type de silence rempli de questions. James Anderson se tenait dans l'encadrement milliardaire en costume sur mesure et regardait la fille de la femme de ménage commencer à faire ce qu'il avait échoué à accomplir. Elle n'essayait pas de contrôler la tempête. Elle était simplement assise dedans, attendant patiemment que les vagues se calment. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ressentit une faible lueur fragile d'espoir. Le lendemain matin, Émilie arriva sans liste d'activités, ni emploi du temps, mais avec un exemplaire usé de l'île au trésor et un petit sourire déterminé. Elle trouva les garçons dans le salon, vaste espace, semblable à un musée au haut plafond, et au mobilier si coûteux qu'il semblait repousser le confort. Ils regardaient des dessins animés sur une télévision de la taille d'un écran de cinéma. Leurs visages étaient figés. Le volume était réglé à un niveau assourdissant. Émilie ne leur demanda pas de baisser le son. Elle ne suggéra rien d'autre. Elle s'assit simplement par terre à environ 3 mètres des garçons et ouvrit son livre. Elle commença à lire à voix haute, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. C'était une tâche vaine que d'essayer de rivaliser avec les explosions et les lasers à l'écran. Je me souviens de lui comme si c'était hier alors qu'il arrivait en traînant sa malle de marin dans une brouette. Léo la regarda, l'air agacé. Il monta encore le volume de la télévision. Émilie ne broncha pas. Elle continua à lire sa voix, un flot calme et régulier, face au torrent de bruit des dessins animés. Un homme grand fort, à la peau brune, fonçait sa natte, couverte de goudron, tombant sur l'épaule de son manteau bleu sali. Après 10 minutes de cette lecture silencieuse, Owen, lassé des dessins animés, se leva enfin et alla vers elle. Il se posta au-dessus d'elle, fronçant les sourcils. « On ne t'entend pas, » dit-il défiant. « Je sais, » répondit Émilie, sans lever les yeux de son livre. « Cette histoire n'est pas pour toute la pièce, c'est un secret. C'est seulement pour ceux qui sont assez proches pour l'entendre. » Elle continua sa lecture. Owen hésita un instant, puis avec un soupir, s'assit par terre à quelques mètres d'elle. 1 minute plus tard, Léo, incapable de résister à la curiosité de son frère, mit la télévision en silencieux et s'assit à côté de lui. Émilie lut pendant 1 heure. Elle changeait de voix pour chaque personnage, son ton montant et descendant au rythme de la mer. Elle ne s'arrêta pas pour leur poser des questions, ni pour vérifier s'ils faisaient attention. Elle leur offrait simplement l'histoire, un cadeau sans condition. Quand elle termina le 3e chapitre, elle referma le livre. « C'est tout pour maintenant, » dit-elle. « Pourquoi ?» demanda Léo, sa voix trahissant son intérêt. « La suite, c'est pour demain, » répondit Émilie en se levant. « Les histoires ont besoin de respirer. » Plus tard dans la journée, elle les trouva dans la salle de jeu, poussant mollement leur petite voiture d'avant en arrière. L'énergie du combat de la veille avait disparu, remplacée par un ennui maussade. « Je pensais, » dit Émilie, sa voix détendue, « que cette pièce est trop grande.
Il est difficile de se sentir en sécurité dans une pièce aussi vaste. Les garçons la regardèrent, puis observèrent la vaste salle. Ils n'avaient jamais pensé à cela de cette façon, mais elle avait raison. C'était une pièce conçue par un adulte pour impressionner d'autres adultes, pas un endroit où deux petits garçons pouvaient se sentir à l'aise. « Mon arrière-grand-père », dit-elle, en baissant un peu la voix, comme pour partager un secret, devait toujours construire des forts. Pendant la guerre, ajouta-t-elle, il disait qu'un bon fort n'était pas fait pour empêcher tout le monde d'entrer. Il servait à créer un lieu sûr pour ses propres gens. Les yeux d'Owen s'illuminèrent. « On peut construire un fort. »« Je ne sais pas, » répondit Émilie feignant l'incertitude. « Un fort demande beaucoup de travail. Il faut un bon ingénieur et une équipe de construction solide. »« Je suis l'ingénieur, » déclara Léo. « Je suis l'équipe de construction, » s'écria Owen. Pendant les 2 heures suivantes, la salle de jeu devint une ruche d'activité. Sous la direction silencieuse d'Émilie, ils traînèrent chaque coussin, oreiller et couverture depuis les canapés du salon. Ils utilisèrent des chaises comme poutres de soutien et un grand jeté en velours comme toit. Ils travaillaient ensemble leur querelle précédente, oubliée remplacée par un objectif commun. Léo l'ingénieur planifia méticuleusement l'emplacement de chaque mur. Owen, l'équipe de construction, transportait les coussins lourds à leur place. Ce soir-là, James rentra chez lui et s'arrêta net devant la scène qui s'offrait à lui. Au milieu de son salon, parfaitement décoré et multimillionnaire, se trouvait une forteresse monstrueuse et bancale, de coussins et de couvertures. C'était un magnifique désordre. Et de l'intérieur, il pouvait entendre quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des années, le rire de ses fils. Pas le rire sauvage et maniaque d'une crise, mais un vrai rire heureux. Il s'approcha et regarda à travers l'ouverture de la porte de couverture. À l'intérieur, à la lumière d'une seule lampe de poche, se trouvaient Émilie et ses 2 fils. Ils mangeaient des sandwichs au beurre de cacahuètes sur des assiettes en papier. Un festin dans leur nouveau château. « Interdiction aux adultes », dit Owen, la bouche pleine de sandwichs sans aucune malice. « C'est le Fort Anderson », ajouta fièrement Léo. « C'est pour nous. » James regarda Émilie qui lui rendit simplement un petit sourire complice. Il comprit alors qu'elle ne leur avait pas seulement appris à construire un fort. Elle leur avait montré comment créer un espace pour eux-mêmes, un refuge face à un monde devenu trop grand et trop triste. Elle leur avait rendu un petit morceau de leur enfance. Cette nuit-là, alors qu'il mettait ses fils au lit, ils étaient encore tout excités. « Un fort n'est fort que grâce aux gens à l'intérieur », murmura Léo somnolent. « Nous sommes les gens les plus forts du monde », ajouta Owen, les yeux déjà fermés. James se tenait dans l'encadrement de leur chambre, regardant leur visage paisible. Il pensa aux 12 nounous qui avaient tenté d'imposer l'ordre au chaos de son fils. Toutes avaient échoué. Puis vint cette fille de 11 ans, qui comprit que parfois la seule manière de gérer le chaos était de construire une forteresse de coussins en plein milieu. Il redescendit au salon et regarda le fort ridicule et merveilleux. Il sourit un vrai sourire, pour la première fois depuis ce qui lui sembla être une éternité. La semaine n'était pas encore terminée, mais quelque chose commençait déjà à changer dans les couloirs silencieux et solitaires du manoir Anderson. Une pluie douce commençait à tomber. Le lendemain apporta un nouveau défi, venu non pas des garçons, mais du monde extérieur. La sœur aînée de James, Charlotte Davis, arriva pour sa visite hebdomadaire. Charlotte était une femme qui se mouvait dans le monde comme s'il s'agissait d'une série de pièces d'art décorées. Elle était grande, élégante, et possédait une voix qui pouvait faire cailler le lait. Elle croyait que les enfants, en particulier les garçons, avaient un besoin de structure de discipline et d'une bonne dose de peur. Elle avait depuis longtemps préconisé que Léo et Owen soient envoyés dans un pensionnat sur la côte Est, spécialisé dans le dressage des enfants turbulents des familles riches.
Elle pénétra dans la maison, les yeux immédiatement attirés par le fort de coussin à moitié démonté dans le salon. Ses sourcils parfaitement épilés se levèrent. « Bon sang, James !» dit-elle, sa voix débordant de désapprobation. « Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une maison de fraternité. » « Les garçons jouaient, » répondit James, sa voix neutre. « Jouaient, » ricana Charlotte. « Ils devraient étudier ou pratiquer leur français. Ils ont 6 ans. Les années formatives leur échappent. » Elle trouva les garçons dans le jardin avec Émilie. Ils ne jouaient pas sur la balançoire coûteuse, ni sur le portique sur mesure. Ils étaient à 4 pattes dans un petit coin de jardin négligé, derrière la maison d'invités. Émilie leur montrait comment arracher les mauvaises herbes. « C'était la chose préférée de mon arrière-grand-père », disait-elle calmement. Il disait qu'un jardin, c'est comme une personne. Il faut enlever les mauvaises herbes, la colère, la tristesse, pour que le bon puisse pousser. Léo tenait une longue mauvaise herbe tenace, ses racines couvertes de terre. « Celle-ci est vraiment en colère », dit-il en grognant. Charlotte observait depuis la pelouse, parfaitement entretenue, les bras croisés, le visage figé dans l'incrédulité. « James, tu es sérieux ?» siffla-t-elle, se tournant vers son frère. « Tu les fais travailler manuellement avec la fille de la femme de ménage. » « À quoi pensais-tu donc? »« Elle s'appelle Émilie, » dit James, la voix sur la défensive. « Et ils sont heureux. Ils sont sales, » corrigea Charlotte. « Et c'est complètement inapproprié. Un enfant ne devrait pas être responsable de l'éducation d'autres enfants. Quelle qualification a-t-elle? Quelle est sa méthodologie? » Avant que James ne puisse répondre, une petite crise éclata dans le jardin. Owen, essayant d'arracher une mauvaise herbe particulièrement grosse, renversa accidentellement un petit arrosoir, éclaboussant la chemise de Léo de boue. L'ancien Léo aurait explosé. Il aurait crié pousser son frère ou couru en pleurant dans la maison. Charlotte se prépara au caprice inévitable. Mais Léo se contenta de regarder la tache de boue sur sa chemise. Il regarda Owen, dont le visage se crispait déjà, attendant un combat. Puis il regarda Émilie qui les observait calmement, sans rien dire. Elle avait instauré une règle dès le premier jour simple et implicite. Elle ne résoudrait pas leurs problèmes à leur place. Elle était là pour les aider à trouver leurs propres solutions. Léo prit une profonde inspiration. « Ça va, Owen, » dit-il, la voix un peu tremblante. « Ce n'est que de la terre. On peut la laver. » Owen regarda son frère, les yeux grands ouverts de surprise. Puis un sourire lent se dessina sur son visage. « D'accord, » dit-il. Charlotte était sans voix. Elle n'avait jamais vu l'un ou l'autre s'éloigner d'une dispute. Elle regarda les garçons, puis Émilie qui leur montrait maintenant tranquillement comment tasser la terre autour d'un petit rosier en difficulté. « Comment a-t-elle fait ça? » murmura Charlotte, sa voix mêlant admiration et suspicion. « Je ne pense pas qu'elle ait fait quoi que ce soit, » dit James, une lente réalisation s'éveillant en lui. « Je pense qu'elle leur apprend juste à le faire eux-mêmes. » Charlotte ne fut pas convaincue si facilement. Elle voyait cela non comme un progrès, mais comme une menace. Depuis des mois, elle se positionnait comme la seule capable de sauver son frère et ses fils. Cette petite fille tranquille et discrète annulait tous ses plans soigneusement préparés. Elle marcha vers la parcelle de jardin, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'herbe tendre. « Émilie, » dit-elle, sa voix sirupeuse. « C'est si gentil de ta part d'aider les garçons. Mais je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Il est temps pour leur temps éducatif devant les écrans. » Léo et Owen levèrent les yeux, leur visage tombant. « Nous voulons rester avec Émilie, » dit Léo, un soupçon de l'ancienne défiance dans la voix. « N'importe quoi, mon chéri, » dit Charlotte en souriant brillamment. Annie Charlotte sait ce qui est le mieux. Nous allons regarder un merveilleux documentaire sur les migrations de la sterne arctique. C'est bien plus stimulant que de jouer dans la boue.
Elle tendit la main vers Owen, mais il la repoussa. Émilie se leva, essuyant ses mains sales sur son jean. Elle regarda Charlotte, son expression polie mais ferme. « Monsieur Anderson a dit-elle d'une voix claire et assurée, que je pouvais faire les choses à ma façon pendant une semaine. Et ma façon, c'est de les laisser choisir. » Puis elle se tourna vers les garçons. « C'est votre après-midi. Que voulez-vous faire ?» Léo et Owen regardèrent leur tante, puis Émilie. Pour la première fois, ils avaient un vrai choix, et ils le firent. « Nous voulons sauver les rosiers, » dit Owen en pointant le petit buisson en difficulté. Le visage de Charlotte se durcit. Se faire passer outre par ses neveux au profit de la fille d'une femme de ménage était une insulte qu'elle ne pouvait accepter. Elle lança à James un regard de glace. « Nous en discuterons plus tard, » dit-elle avant de se retourner et de rentrer dans la maison d'un pas vif. L'air resta lourd de tension après son départ. Mais Émilie se contenta de sourire aux garçons et de leur tendre l'arrosoir. « Un rosier est une chose très courageuse, » dit-elle doucement. « Il a des épines pour se protéger, mais il s'ouvre quand même et montre sa beauté au monde. Il sait que l'on peut être fort et doux en même temps. » En les observant, James comprit que sa sœur était une tempête à l'horizon. Elle n'abandonnerait pas facilement. Elle voyait les garçons comme un projet, un reflet du nom Anderson. Émilie lui commençait à le réaliser, voyait quelque chose de totalement différent. Elle voyait deux petits garçons courageux qui avaient seulement besoin de quelqu'un pour les aider à trouver leur propre voie. Charlotte ne renonça pas. C'était une femme qui voyait un problème et commençait immédiatement à élaborer une stratégie pour l'anéantir. Émilie n'était plus seulement une nuisance. Elle était un obstacle, et Charlotte avait toute une vie d'expérience pour éliminer les obstacles. Le lendemain, Charlotte arriva sous le prétexte d'une offre de paix, une visite au plus grand et plus cher magasin de jouets de la ville. C'était un lieu de surcharge sensorielle, une cathédrale de plastique et de bruit, avec des rayons empilés jusqu'au plafond, contenant toutes les formes de divertissement imaginables. En bref, c'était le dernier endroit sur Terre où Émilie aurait choisi d'emmener les garçons. « Ce sera un plaisir », annonça Charlotte, son sourire aussi brillant et dur qu'un diamant. Après toutes leurs activités rustiques, je pensais qu'ils méritaient un peu de divertissement moderne. « Vous pouvez venir aussi bien sûr, Émilie. Ce sera une excellente occasion pour vous d'observer la bonne manière d'occuper les enfants. » Le message implicite était clair. C'était le territoire de Charlotte, un monde de prix et de statut. Un monde où Émilie, avec sa manière discrète et son exemplaire d'occasion de l'île au trésor, serait complètement dépassée. James, pris au dépourvu par la générosité apparente de sa sœur, acquiesça. Il avait une série de réunions consécutives et fut soulagé d'occuper les garçons. Il vit l'ombre d'hésitation dans les yeux d'Émilie, mais l'enthousiasme de Charlotte était une vague les emportant tous dans son sillage. Le magasin de jouets était exactement aussi chaotique qu'Émilie l'avait craint. La musique éclatait depuis des haut-parleurs cachés. Un démonstrateur fit voler un drone au-dessus de leur tête. Des enfants criaient et couraient dans les allées, leurs mains attrapant des boîtes aux couleurs vives. Léo et Owen, qui n'avaient pas mis les pieds dans un magasin de jouets depuis plus d'1 an, furent immédiatement dépassés. Ils restèrent figés à l'entrée, les yeux grands ouverts, les mains agrippant le dos du jean d'Émilie. Charlotte, dans son élément, prit les commandes. « Maintenant, les garçons, » dit-elle, sa voix coupant le vacarme. « Vous pouvez chacun choisir 3 objets. Tout ce que vous voulez. Annie-Charlotte s'en occupera. » C'était le test ultime, une tentation destinée à prouver son point de vue, que tous les enfants, au fond, sont égoïstes et matérialistes. Elle s'attendait à ce qu'ils dévalisent le magasin, saisissant les jouets les plus grands et les plus chers, prouvant que l'influence silencieuse d'Émilie n'était qu'une distraction temporaire. Mais ils ne le firent pas. Ils restèrent accrochés à Émilie, le visage pâle. L'abondance de choix était paralysante.
Ce n'était pas une salle de jeu avec un nombre limité de jouets. C'était un paysage infini de désir et c'était terrifiant. C'est trop bruyant, murmura Léo, sa voix tremblante. Émilie s'agenouilla, créant une petite île de calme au milieu du chaos. « Je sais, dit-elle, sa voix douce mais claire. C'est beaucoup. Faisons un plan. Mon arrière-grand-père disait toujours « On ne devrait jamais partir au combat sans carte. » Elle regarda autour d'elle, ses yeux balayant le magasin, non pas comme une consommatrice, mais comme une stratège. Quelle est la chose que tu voudrais pouvoir faire plus que toute autre chose? Owen réfléchit un instant. « Je veux construire un vrai robot, dit-il. Un qui bouge. » Léo hocha la tête. « Et moi, je veux peindre une image qui semble réelle comme une photographie. » « D'accord, dit Émilie. Voilà nos missions. Nous ne sommes pas ici pour errer au hasard. Nous sommes ici pour trouver les pièces du robot et les peintures spéciales. Nous sommes en chasse au trésor. » Elle leur donna un filtre, pour voir à travers le chaos écrasant. Soudain, le magasin ne fut plus un labyrinthe confus. C'était une carte, et eux étaient des explorateurs. Charlotte observa son sourire se crispant, tandis qu'Émilie guidait les garçons, non pas vers les jouets flashy préemballés à l'avant, mais vers les sections plus calmes et créatives à l'arrière. Ils passèrent une demi-heure dans l'allée des kits de construction, comparant soigneusement différents ensembles d'engrenages et de circuits. Puis une autre demi-heure dans le rayon des fournitures artistiques, où Émilie leur montra la différence entre aquarelle et peinture acrylique, et aida Léo à choisir un ensemble de pinceaux fins. Ils ressortirent du magasin 1 heure plus tard, non pas avec les bras remplis de plastique coûteux, mais avec 2 boîtes modestes. Owen avait un kit de robotique complexe qui demanderait des semaines de travail patient. Léo avait un ensemble artistique de haute qualité avec une grande toile. C'étaient des jouets qui nécessitaient réflexion, effort et imagination. Charlotte était furieuse. Son plan avait échoué de manière spectaculaire. Elle avait essayé de les noyer dans l'excès et Émilie leur avait appris à nager. « Eh bien, » dit Charlotte, en forçant un rire lorsqu'ils remontèrent dans la voiture. C'était éducatif. Je suppose que les choses simples plaisent aux gens simples. Émilie ne mordit pas à l'hameçon. Elle regardait les garçons sur la banquette arrière qui examinaient déjà leur nouveau trésor, leur visage illuminé d'une excitation concentrée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ils n'étaient pas simplement excités par les objets eux-mêmes. Ils étaient excités par ce qu'ils allaient en faire. De retour au manoir, James les attendait. Il avait terminé ses réunions plus tôt et dit en souriant « Vous avez acheté tout le magasin. » « Ils ont pris 2 choses, » dit Charlotte, la voix tranchante d'agacement. « Des kits horribles et compliqués. » L'idée venait bien sûr d'Émilie. Elle semble penser que l'enfance doit être une tâche. James regarda les boîtes que ses fils tenaient comme si elles étaient en or. Il observa leurs visages illuminés de fierté et de détermination. Il leur avait acheté des centaines de jouets. Des jouets qu'ils avaient utilisés 1 heure et oubliés ensuite. Il n'avait jamais pensé à leur acheter un vrai projet. « Je pense, » dit-il lentement, en regardant Émilie avec un nouveau respect, que c'était une idée brillante. Le visage de Charlotte se durcit. Elle vit qu'elle était en train de perdre. Et quand Charlotte Davis commença à perdre, elle cessa de jouer selon les règles. La tempête éclata le jour suivant. Elle arriva comme la plupart des tempêtes, sans prévenir, par un après-midi ensoleillé. James était dans son bureau à la maison, en conférence téléphonique avec son conseil d'administration, lorsqu'il entendit un cri venant du salon. Ce n'était pas le cri d'un enfant frustré ou en train de jouer. C'était un cri de terreur véritable. Il claqua le téléphone et courut. Il déboula dans le salon pour trouver une scène de chaos pur. Charlotte était par terre, tenant son bras, le visage crispé par la douleur.
Un lourd vase orné était brisé sur le sol en marbre à côté d'elle. Et à quelques mètres figés d'horreur se tenaient Léo et Owen. Émilie était derrière eux, le visage pâle. « Mon bras !» cria Charlotte, des larmes coulant sur son visage. « Je crois qu'il est cassé. » Ils avaient lancé une balle dans la maison. Elle m'a touché. Émilie était juste là. Elle n'a rien fait pour les arrêter. Le sang de James se glaça. Il regarda ses fils qui fixaient leur tante, leurs expressions mêlant peur et confusion. Il regarda le vase brisé, un héritage inestimable appartenant à sa grand-mère. « Garçon, dit-il, d'une voix dangereusement basse, que s'est-il passé? » « Nous jouions juste à attraper, murmura Léo, les yeux remplis de larmes. « Un accident! Un accident! » hurla Charlotte, serrant son bras comme un oiseau blessé. Ils étaient sauvages, complètement hors de contrôle. Je leur ai dit d'arrêter, mais ils n'écoutaient pas. Et elle pointa un doigt tremblant vers Émilie. Elle les avait encouragés. Elle disait qu'ils devaient relâcher leur énergie. J'aurais pu être aveuglé. James regarda Émilie, son visage figé dans un masque sombre. « Est-ce vrai? » Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait à quoi cela ressemblait. Elle savait que Charlotte avait tendu un piège et qu'elle y était tombée. Elle était dans la cuisine, préparant un goûter pour les garçons. Elle les avait entendus jouer un peu trop vigoureusement, mais elle n'y avait pas prêté attention. Elle était revenue dans la pièce, juste à temps pour voir la balle glisser des mains d'Owen, s'envoler, et frapper le vase, le faisant s'écraser au sol. Charlotte, qui se tenait juste à côté, avait poussé un cri théâtral et s'était effondrée. « Il jouait », dit Émilie, la voix légèrement tremblante. « C'était un accident, le vase. Donc, tu l'admets, » interrompit Charlotte, sa voix triomphante. « Tu les surveillais et tu as permis qu'ils détruisent un antique familial inestimable et qu'ils me blessent. Voilà ce qui arrive quand on confie des enfants aux soins d'un autre enfant. C'est de la négligence, James, pure et simple. » James sentit une vague de vertige. Toutes ses pires craintes se réalisaient. Il avait fait confiance à une petite fille et ses fils s'étaient laissés emporter. Sa sœur était blessée. Sa propriété avait été détruite. Le fragile équilibre des derniers jours s'était brisé comme le vase sur le sol. « Émilie, » dit-il, sa voix froide et dure. « Rentre chez toi, nous en parlerons plus tard. » Ces mots frappèrent Émilie comme un coup physique. Elle le regarda, les yeux implorants. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, pour lui dire que Charlotte exagérait, que son bras allait bien, que tout cela n'était qu'une mise en scène. Mais elle vit le regard sur son visage, la colère, la déception, le doute, et comprit qu'il ne la croirait pas. Pas maintenant. Elle tourna les talons et sortit de la pièce, ses petites épaules tombant de défaite. Léo et Owen commencèrent à pleurer, non pas parce qu'ils étaient en danger, mais parce que leur ami, la seule personne qui les avait compris, était renvoyée. Dès qu'Émilie eut disparu, l'attitude de Charlotte changea. Les larmes hystériques s'apaisèrent, remplacées par un regard froid et calculateur. « James chéri, » dit-elle en se relevant et en fléchissant avec précaution son bras soi-disant cassé. « Tu vois, je t'avais dit que c'était une erreur. Ces garçons ont besoin d'une main ferme. Ils ont besoin d'une aide professionnelle. Mon amie, celle qui dirige le pensionnat en Suisse, a 2 places disponibles pour la rentrée. » James fixa sa sœur. Il regarda son bras parfaitement intact. Il regarda le vase brisé. Puis il regarda ses 2 fils blottis sur le canapé, sanglotant comme si leur cœur était brisé. Il avait été si prompt à croire le pire. Il avait vu le chaos, et son esprit avait immédiatement sauté à la conclusion que Charlotte avait habilement préparé la scène pour lui. Mais maintenant, dans le calme qui suivait les pièces du puzzle, ne s'assemblaient pas. La récupération miraculeuse de Charlotte avait été un peu trop rapide. Sa proposition pour le pensionnat était un peu trop polie.
Et ses fils qu'il n'avait jamais vus semblaient complètement perdus, même après la mort de leur mère. En renvoyant Émilie, il réalisa le cœur serré qu'il avait retiré leur ancre. Il se dirigea vers le panneau de sécurité, sur le mur celui qui contrôlait les caméras qu'il avait installées dans toute la maison, après la mort de sa femme. Il s'était dit qu'elles servaient à la sécurité, mais il savait qu'elles étaient réellement pour sa tranquillité d'esprit, un moyen de garder un œil sur ses fils lorsqu'il n'était pas là. Il regardait rarement les images. « Que fais-tu » demanda Charlotte, sa voix soudain tranchante. « Je vérifie juste quelque chose » répondit James, les doigts volants sur le clavier. Il afficha les images de la caméra du salon des 10 dernières minutes. Il regarda en silence la scène se dérouler sur le petit écran. Il vit Léo et Owen se lancer une petite balle en mousse. Il les vit rire. Il vit Charlotte entrer dans la pièce et se tenir juste à côté du vase, le dos tourné au garçon. Il vit la balle glisser de la main d'Owen. Ce n'était pas un lancer sauvage. C'était une simple erreur maladroite. Elle passa à côté de Charlotte, frappa le vase et le fit tomber. Et il vit sa sœur, après une pause délibérée, se jeter au sol et commencer à hurler. La vérité se révéla dans les pixels froids et silencieux de l'enregistrement vidéo. C'était un mensonge cruel et calculé, destiné à le manipuler et à se débarrasser d'une fille de 11 ans. Il se tourna vers sa sœur et pour la première fois de sa vie, elle vit dans ses yeux un regard qui la terrifia vraiment. Ce n'était pas le regard d'un homme en deuil incertain. C'était le regard d'un titan de l'industrie qui venait d'être trahi. « Sors », dit-il, sa voix létalement basse. Le visage de Charlotte devint pâle. « James, Tu m'as menti, dit-il, la voix tremblante de rage froide et contrôlée. Tu as utilisé mes enfants. Tu as essayé de détruire une petite fille qui a fait plus pour cette famille en 5 jours que toi en 2 ans. Sors de ma maison. » Pour la première fois de sa vie, Charlotte était sans voix. Elle lui lança un dernier regard venimeux, puis tourna les talons et sortit de la pièce. La reine d'un royaume qui venait de lui être retiré. James se tenait dans le salon silencieux, jonché de débris. Le soulagement qu'il espérait ressentir était absent. Tout ce qu'il ressentait était une honte profonde et déchirante. Il avait échoué au test. Il avait douté de la seule personne qui avait montré à ses fils rien d'autre que gentillesse et compréhension. Il devait réparer cela. Il sortit en courant de la maison, sans même fermer la porte derrière lui. Il monta dans sa voiture et conduisit plus vite qu'il n'aurait dû jusqu'à la petite maison soignée de l'autre côté de la ville où vivait sa femme de ménage. Il trouva Émilie assise sur la balançoire de son Porsche, son exemplaire de l'île au trésor posé sur ses genoux intacts. Ses yeux étaient rouges de larmes. Il monta les marches et se tint devant elle, un milliardaire dans un costume à $1000, se sentant plus petit qu'il ne s'était jamais senti de sa vie. « Émilie, » dit-il, la voix chargée d'émotion, « je suis vraiment, vraiment désolé. J'avais tort. J'aurais dû te faire confiance. » Émilie leva les yeux vers lui. Son expression mêlait tristesse et une sagesse bien au-delà de son âge. « Mon arrière-grand-père disait que la confiance est comme un miroir, » dit-elle doucement. « Une fois qu'il est brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. » James avait le cœur brisé. « Je sais, » dit-il, « mais je te demande de m'aider à essayer. S'il te plaît, reviens. Les garçons ont besoin de toi. Moi aussi. » C'était une admission de vulnérabilité qu'il n'avait jamais faite à personne. Il n'était pas un milliardaire demandant un service. Il était un père demandant de l'aide. Émilie le regarda longuement, ses yeux bleu clair scrutant son visage. Puis elle hocha la tête, petite et hésitante. « D'accord, monsieur Anderson, » dit-elle, « pour les garçons. Il nous reste 2 jours de notre semaine. Ne les gaspillons pas. »
Alors qu'il retournait au manoir, un fragile espoir commença à réparer les fissures dans le miroir. La tempête était passée, mais chacun savait que le paysage avait été changé à jamais. Le lendemain matin, après la tempête avec Charlotte, l'air dans le manoir, habituellement lourd de deuil et de tensions non exprimées, était plus clair, comme si une fenêtre avait été ouverte dans une pièce étouffante. Le vase brisé avait été nettoyé, mais l'espace vide, où il avait trôné pendant 50 ans, était un silencieux témoignage des événements de la veille. C'était un espace attendant d'être rempli de quelque chose de nouveau. Émilie arriva non pas dans le silence morne auquel elle s'était habituée, mais au rythme d'une attente tranquille. Léo et Owen l'attendaient dans la salle de jeu, leur trésor du magasin de jouets étalé sur la grande table centrale comme des artefacts sacrés. Owen avait le kit de robotique, ses centaines de petites pièces encore scellées dans leurs sachets plastiques. Léo avait sa toile installée sur un petit chevalet trouvé dans un placard de rangement, ses nouveaux pinceaux et peintures soigneusement alignés. Aucune mention de la veille, ni de leur tante, ni du vase brisé, ni de l'accusation terrible. Émilie savait que les enfants avaient une capacité remarquable à vivre dans le présent. Le passé était une ombre qu'ils pouvaient fuir tant que le soleil brillait aujourd'hui. Et aujourd'hui, le soleil brillait. « Je ne sais pas par où commencer », dit Owen en regardant le diagramme complexe de l'intérieur du robot. Cela ressemblait au plan d'un vaisseau spatial, une carte chaotique de fils et d'engrenages. C'est trop difficile. Mon arrière-grand-père disait que la seule façon de construire quelque chose de grand est de commencer par une petite pièce parfaite, dit Émilie en tirant une chaise. Elle ne toucha pas la boîte. Elle ne montra pas les instructions. Elle s'assit simplement avec lui. Il avait été machiniste dans la marine après la guerre. Il construisait des moteurs. Il disait « Tu ne peux pas penser à tout le moteur en même temps ou ton cerveau s'en mêlera. Tu dois juste penser au premier boulon. Tu le trouves, tu le mets à sa place et tu le serres. Puis tu passes au suivant. » Owen regarda cette mer de pièces en plastique, puis le diagramme. Il pointa un petit doigt sur une minuscule vis apparemment insignifiante. « Celle-là, dit-il, numéro A1. » Pendant l'heure suivante, c'était tout leur monde. Ils trouvèrent la vis A1. Ils trouvèrent le petit boîtier en plastique qu'elle devait fixer. Ils utilisèrent le minuscule tournevis fourni avec le kit. Et avec une concentration presque méditative, Owen fixa la première pièce de son robot. C'était une petite victoire simple, mais c'était une victoire, et c'était la sienne. Pendant ce temps, Léo se tenait devant sa toile blanche, paralysé par son vide. Il tenait un pinceau à la main, mais ne bougeait pas. « Et si je me trompe ?» demanda-t-il d'une voix basse. Émilie s'approcha et se plaça à côté de lui, son regard doux et encourageant. « Mon arrière-grand-père peignait, dit-elle. Pas avec des pinceaux comme ceux-ci. Il peignait des navires de grands navires. Il se tenait sur un échafaudage, avec un énorme seau de peinture grise. Il disait que le premier coup de pinceau est le plus effrayant, parce qu'il change tout. Cela signifie que le navire n'est plus seulement un rêve. Il devient réel. » Elle fit une pause regardant la toile immaculée. Mais il disait aussi qu'une peinture ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être courageux. Il s'agit de mettre une couleur sur la toile qui n'y était pas avant. Chaque peinture dans le monde a commencé par un coup de pinceau courageux sur une toile vide. Léo regarda la palette de couleurs devant lui. Il trempa son pinceau dans un jaune lumineux et ensoleillé. Il hésita une seconde, puis prenant une profonde inspiration, il fit un seul trait audacieux en haut de la toile. La couleur était brillante, vivante, contre le blanc pur. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas une fleur, c'était juste du jaune. Et c'était un début, un coup de pinceau courageux. Il regarda Émilie et sourit. Un vrai sourire libéré. Elle lui rendit son sourire. James les observa depuis l'encadrement de la porte invisible.
Il avait annulé toutes ses réunions pour la journée. Pour la première fois depuis le décès d'Éléonore, l'entreprise multimilliardaire qu'il avait bâtie lui semblait secondaire. Son vrai travail était ici, dans cette pièce. Il observa Émilie se déplacer entre ses deux fils, une présence calme et stable. Elle n'était pas une enseignante au sens traditionnel. Elle ne leur donnait pas de réponse. Elle leur donnait quelque chose de bien plus précieux. Elle leur donnait la confiance nécessaire pour trouver leur propre solution. Elle était comme une maître jardinière, prenant soin de deux jeunes pousses fragiles. Sachant que son rôle n'était pas de les forcer à grandir, mais de fournir les conditions idéales, la lumière, l'eau, l'espace, afin qu'ils puissent croître par eux-mêmes. Il voyait ses fils, non pas comme des problèmes à gérer, mais comme des individus avec leurs propres passions, leurs propres peurs, leurs manières uniques de voir le monde. Owen l'ingénieur avait besoin de logique et d'ordre de la satisfaction de relier les pièces pour créer un mécanisme fonctionnel. Léo l'artiste avait besoin de liberté et d'expression de la joie de créer la beauté à partir de rien. Pendant 2 ans, James avait essayé de les forcer tous les deux dans le même moule de ce qu'il pensait être la normalité de l'enfance. Émilie lui avait montré qu'ils étaient 2 formes entièrement différentes et que les 2 étaient les parfaites. Plus tard dans l'après-midi, James trouva Émilie dans la bibliothèque, reposant soigneusement son exemplaire usé de L'île au trésor sur une étagère. « Ils travaillent toujours », dit-il, sa voix emplie d'une douce admiration. « Ils ne se sont pas disputés une seule fois. Ils n'ont même pas demandé à regarder la télévision. Ils n'ont pas besoin de se battre, » dit Émilie en lui faisant face. « Ils ont une mission. » Mon arrière-grand-père disait que lorsque l'équipage est occupé à construire quelque chose ensemble, il n'a pas le temps de se disputer pour savoir qui aura la meilleure couche. « Ton arrière-grand-père » dit James avec un petit sourire. Il semble qu'il avait une réponse pour tout. « Il écoutait beaucoup » répondit simplement Émilie. Il disait que la plupart des gens n'écoutent pas vraiment. Ils attendent juste leur tour pour parler. Quand tu écoutes vraiment, tu commences à entendre ce que les gens essaient de te dire, même quand ils n'utilisent pas de mots. La simple vérité de sa déclaration frappa James avec la force d'un coup physique. Quand avait-il réellement écouté ses fils pour la dernière fois? Il avait entendu leur colère, leurs demandes, leurs disputes. Mais avait-il déjà écouté le silence entre les mots? Avait-il déjà tenté d'entendre le deuil, la peur, la confusion qui alimentaient tout ce vacarme? Il avait été tellement concentré sur la gestion de la tempête qu'il n'avait jamais pensé à se demander ce qui causait ces eaux tumultueuses. Il avait été tellement occupé à essayer de les réparer. Il ne s'était jamais arrêté simplement pour être avec eux. « Émilie, » dit-il d'une voix sincère, « je veux que tu restes. Pas seulement pour le reste de la semaine. Je veux t'engager de façon permanente. Tu peux fixer ton prix. Je vais engager un professeur pour gérer leur scolarité. Toi, tu pourras simplement être ici avec eux, faire ce que tu fais déjà. » C'était l'offre d'une vie, un salaire qui pouvait changer la vie d'Émilie et de sa mère à jamais. Mais Émilie secoua la tête, son expression douce mais ferme. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas, monsieur Anderson ?» dit-elle. James fut surpris. « Comprendre quoi ?»« Je ne peux pas être leur ancre, dit-elle. Un ami ne peut pas être une ancre. Une nourrice ne peut pas être une ancre. Même un arrière-grand-père qui connaît tout des navires ne peut pas être une ancre. Il n'y a qu'une seule personne qui peut être leur ancre, et c'est vous. » Elle fit un petit pas vers lui, son regard direct et inébranlable. « Ils n'ont pas besoin d'un nouveau capitaine, monsieur Anderson. Ils ont juste besoin de leur père. Ils ont besoin que vous vous assiez par terre et que vous les aidiez à trouver la vis A1. Ils ont besoin que vous soyez courageux et que vous posiez avec eux le premier trait de peinture sur la toile. Ils ont besoin que vous construisiez une forteresse de coussins et que vous mangiez des sandwichs au beurre de cacahuètes dans le noir.
Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Je ne peux pas rester pour toujours. J'ai mon propre navire à construire. Mais vous êtes leur port. Vous êtes celui vers qui ils doivent revenir. Cette semaine, poursuivit-elle, il ne s'agissait pas de moi réparant vos fils. Il s'agissait de vous montrer comment faire. » Le silence qui suivit fut profond. À cet instant, James Anderson n'était plus un milliardaire. Il était juste un père à qui l'on avait montré le plan de son propre cœur. Il cherchait une solution, qu'il pouvait acheter un professionnel à engager un système à mettre en œuvre. Il n'avait jamais réalisé que la solution n'était ni une personne, ni un prix. C'était un choix d'être présent. Il hocha lentement la tête, une vague de compréhension et de profonde gratitude humble le traversant. « Merci, Émilie, » murmura-t-il. Ces mots semblaient insuffisants, mais c'était tout ce qu'il avait. Il sortit de la bibliothèque et se dirigea vers la salle de jeu. Cette fois, il ne resta pas dans l'encadrement de la porte. Il entra et s'assit par terre aux côtés d'Owen. Il prit le diagramme compliqué. « Très bien, monsieur l'ingénieur, » dit-il la voix un peu rauque d'émotion. « Montre-moi où nous en sommes. Quelle est la prochaine pièce de ce puzzle? » Le visage d'Owen s'illumina d'un sourire si éclatant qu'il aurait pu éclairer tout le manoir. De l'autre côté de la pièce, Léo leva les yeux de sa peinture, une question silencieuse et pleine d'espoir dans les yeux. « Nous passerons à la tienne ensuite, monsieur l'artiste, » dit James, le cœur gonflé. « Je pense que ce ciel a besoin d'un peu plus de bleu pour le reste de la journée. » Tous trois travaillèrent. Ils construisirent. Ils peignirent. Ils parlèrent. Ils ne résolvaient pas tous leurs problèmes. Le chagrin de leur perte était toujours là, un courant sous-jacent dans la pièce. Mais pour la première fois, ils naviguaient ensemble. Le capitaine était enfin sur le pont, avec son équipage, et le navire commençait lentement sûrement à diriger sa proue vers la maison. Le dernier jour de la semaine d'essai arriva dans une tranquille sérénité. C'était un samedi. Sarah, la mère d'Émilie, avait sa journée de libre, mais Émilie vint au manoir quand même. Elle dit qu'elle devait voir les projets jusqu'au bout. Tout le monde savait que c'était plus que ça. C'était une conclusion, et elle devait être honorée. Le robot était terminé. C'était une chose petite et maladroite, mais lorsqu'Owen actionna un interrupteur dans son dos, il marcha. Il fit 3 pas rigides sur la table avant de basculer. Owen ne s'en souciait pas. Il laissa échapper un cri de pure joie. Il avait construit quelque chose qui fonctionnait. Il avait transformé une boîte de chaos en création. La peinture de Léo était également terminée. Ce n'était pas un chef-d'œuvre. La perspective était légèrement décalée, les couleurs un peu boueuses par endroits, mais elle était vibrante et pleine de sensibilité. C'était la peinture d'un jardin. Au centre se trouvait un seul rosier courageux, ses épines acérées, ses fleurs d'un rouge brillant et défiant. Dans le ciel, au-dessus, un soleil jaune éclatant, le premier trait courageux qu'il avait fait, brillait sur l'ensemble. Ils se tenaient dans la salle de jeu, tous trois, regardant leur réalisation. James se tenait avec eux, non pas en superviseur, mais en participant. Il avait une trace de peinture bleue sur la joue et un nouveau regard dans les yeux. « Alors, » dit James, sa voix douce, « c'est tout, la semaine est finie. » Léo et Owen se turent. Ils regardèrent Émilie, leurs expressions voilées par la douleur imminente d'un au revoir. Ils avaient connu tant de départs dans leur jeune vie. « Tu pars ?» demanda Owen, la voix serrée. Émilie se mit à genoux pour être à leur hauteur. « Je dois rentrer à la maison, » dit-elle doucement. « Mais cela ne veut pas dire que je vous quitte. Un port est un endroit que l'on quitte pour aller à l'aventure. Mais c'est toujours l'endroit où l'on revient. Je viendrai vous rendre visite. Nous serons amis. Mais je ne peux pas rester ici. » Elle regarda James.
Vous n'avez pas besoin que je reste ici, dit-elle. Ces mots étaient destinés autant à lui qu'au garçon. Ils ont leur port maintenant. James savait qu'elle avait raison. Mais l'idée que la maison redevienne silencieuse et triste comme avant lui était insupportable. Il avait encore une carte à jouer, un dernier geste grandiose, d'un homme habitué à résoudre les problèmes avec son chéquier. « Sarah », dit-il, en se tournant vers la mère d'Émilie qui venait de l'arriver pour la récupérer. « J'aimerais te faire une proposition. Je veux rembourser ton prêt immobilier. Je veux créer un fonds pour les études d'Émilie suffisant pour qu'elle puisse aller dans n'importe quelle université du monde. » Sarah eut un hoquet sa main volant à sa bouche. C'était une somme qui pouvait changer une vie, une offre de conte de fées. En retour, James poursuivit regardant Émilie. « Je ne te demande pas d'être une nourrice. Je te demande d'être une consultante, une conseillère. Je veux que tu viennes ici une fois par semaine et que tu me parles simplement. Dis-moi ce que tu vois. Aide-moi à rester sur la bonne voie. » C'était une tentative désespérée et maladroite de la garder dans leur vie, de formaliser la magie qu'elle avait apportée dans sa maison. Mais c'est Émilie qui répondit sa voix remplie d'une force douce et inflexible. C'était la leçon finale, le puissant retournement qui allait tout changer. « Vous n'avez pas besoin d'acheter mon amitié, monsieur Anderson, » dit-elle, ses mots calmes perçant l'offre grandiose. « Et vous n'avez pas besoin de me payer pour voir les choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir vos propres yeux. » Elle se dirigea vers la fenêtre de la salle de jeu qui donnait sur les jardins vastes et impeccables. « Vous avez tout ce terrain, » dit-elle, « des hectares et des hectares de pelouse parfaite. Mais les garçons n'ont pas besoin d'une pelouse parfaite. » Elle montra le petit carré oublié derrière la maison d'amis où ils avaient arraché les mauvaises herbes et sauvé le seul rosier. « Ils ont besoin de ça. » Elle dit qu'ils avaient besoin d'un endroit où ils pouvaient se salir les mains, un endroit où les choses pouvaient être désordonnées et imparfaites et pourtant belles, un endroit qui leur appartient. Puis elle délivra la dernière vérité puissante, celle qui allait transformer l'héritage des Anderson pour toujours. « Mon arrière-grand-père m'a dit une autre chose, » dit-elle, sa voix claire et forte, remplissant la pièce silencieuse. « L'homme le plus riche du monde n'est pas celui qui possède le plus d'argent. C'est celui qui a l'encre la plus solide. Il disait, un homme peut posséder une douzaine de maisons et être sans abri. Mais s'il construit un vrai foyer, un lieu de sécurité et d'amour, alors il possède le monde entier. » Elle se retourna de la fenêtre et regarda le milliardaire, la femme de ménage et les deux petits garçons. « Arrêtez d'essayer de leur acheter une enfance parfaite, monsieur Anderson, » dit-elle. « Soyez juste assez courageux pour en construire une avec eux. C'est tout ce qu'ils ont jamais voulu. » Puis elle prit la main de sa mère. « Allez, maman, » dit-elle. « Rentrons à la maison. » James les regarda partir. Il n'essaya pas de les arrêter. L'envie de rédiger un chèque de conclure, un marché de contrôler la situation avait disparu. À sa place, régnait une clarté tranquille et profonde. Il était le port. Le lendemain matin, James Anderson, PDG et titan de l'industrie, ne se rendit pas au bureau. Il alla au magasin de bricolage du coin. Il revint, non pas avec une équipe de paysagistes professionnels, mais avec des pelles, des sacs de terre et une douzaine de petits rosiers pleins d'espoir. Il trouva ses fils dans la salle de jeu, regardant silencieusement leur projet terminé. « Allez les garçons, » dit-il, un vrai sourire sur le visage. « Nous avons du travail. Nous construisons un jardin. » Et ils le firent, père et fils. Ils creusèrent dans la terre. Ils se couvrirent de boue et eurent des ampoules aux mains. Ils arrachèrent une grande parcelle de pelouse parfaite, mais inutile, et créèrent quelque chose de nouveau. Ce n'était pas net ou conçu par des professionnels. C'était désordonné et un peu bancal, mais c'était à eux. Ils ne plantaient pas seulement des roses.
Ils plantèrent des racines. Quelques semaines plus tard, un petit colis arriva pour Emily. À l'intérieur se trouvait un magnifique journal relié en cuir. Sur la première page, en élégante écriture de James Anderson, un court message. Pour toutes les histoires que tu n'as pas encore écrites et pour celles que tu nous as aidés à commencer, tu avais raison. La confiance est comme un miroir. Les fissures seront toujours là. Mais maintenant, quand nous le regardons, nous ne voyons pas seulement ce qui est brisé. Nous voyons, nous trois, recoller les morceaux. Et c'est une belle réflexion. Merci d'avoir appris à un roi que son plus grand trésor n'était pas dans son château, mais dans son propre jardin. Emily sourit. Elle savait que le manoir des Anderson n'était plus ce musée silencieux et triste. C'était une maison. La tempête était passée. Le navire était en sécurité dans son port. Et une fille tranquille de 11 ans, aux cheveux blonds, fille de femme de ménage et parente d'un vétéran de guerre légendaire, avait prouvé que la force la plus puissante au monde n'était ni la richesse ni le pouvoir. C'était le simple acte révolutionnaire de réellement voir une autre personne et d'avoir le courage de l'aider à se voir elle-même. 6 mois plus tard, la première vraie neige d'hiver tomba sur le domaine des Anderson. C'était une chute calme et douce, recouvrant le monde d'un blanc tendre et indulgent. À l'intérieur du manoir, le silence n'était plus fragile ni tendu. Il était confortable, tranquille, rempli du doux bourdonnement d'une maison satisfaite. Le grand salon, autrefois froid et stérile, comme un musée, portait maintenant les marques d'une vie vécue. Un château Lego, à moitié terminé, reposait sur le tapis coûteux, et une peinture colorée, légèrement de travers, était posée. Le second chef-d'œuvre de Léo. Un portrait de la famille trônait fièrement dans l'espace vide, où se trouvait autrefois le vase antique. Le plus grand changement, cependant, se trouvait à l'extérieur. Le jardin qui n'était qu'une parcelle de terre boueuse, lorsqu'ils avaient recommencé, était devenu un enchevêtrement magnifique et étendu. Même sous la couverture de neige, les treillis et les bacs surélevés donnaient un sentiment de structure et de promesse. C'était un lieu de repos, un témoignage du travail qu'ils avaient accompli. James Anderson mesurait désormais ses journées, non pas par les fluctuations du marché boursier, mais par le rythme lent et patient des saisons. Il avait troqué les nuits tardives au bureau contre les soirées passées avec ses fils feuilletant des catalogues de graines et planifiant les plantations de printemps. Léo et Owen étaient transformés. La colère constante qui bouillonnait en eux avait disparu remplacée par une énergie vive et créative. Owen construisait un nouveau robot plus complexe. Cette fois, avec une intelligence artificielle rudimentaire, il apprenait à coder avec l'aide de son père. Léo avait rempli une 12aine de toiles de ses œuvres. Son style devenait plus audacieux et plus confiant à chaque nouvelle peinture. Ils se disputaient encore, comme tout frère, mais leur querelle n'était plus que de brèves rafales et non des ouragans. Ils avaient appris à naviguer dans leur propre météo émotionnelle, sachant que leur père était le port calme vers lequel ils pouvaient toujours revenir. Emily leur rendait visite chaque samedi. Sa relation avec la famille s'était installée dans une amitié confortable et facile. James avait respecté son souhait. Elle n'était pas consultante et elle n'était pas sur la liste de paie. Elle était simplement Emily, une amie qui venait partager une pizza et construire des Legos. Il avait cependant discrètement remboursé le prêt de sa mère, envoyant le dernier paiement à la banque de façon anonyme. Lorsque Sarah reçut la lettre, confirmant que sa maison était payée, elle se contenta de regarder sa fille et de sourire une compréhension silencieuse passant entre elles. Un après-midi neigeux de samedi, les 4 étaient dans la cuisine, une pièce qui avait autrefois été le domaine exclusif du personnel. Ils préparaient du chocolat chaud à partir de zéro, un processus désordonné et chaotique impliquant de la poudre de cacao renversée et des guimauves collantes. James riait un vrai rire profond et sincère, tandis qu'Owen essayait d'utiliser un bras robotique qu'il avait conçu pour remuer la casserole.
Papa, c'est plus efficace comme ça, insistait Owen, alors que le bras envoyait du chocolat sur le plan de travail immaculé. L'efficacité n'est pas le but, monsieur l'ingénieur, dit James en ébouriffant les cheveux de son fils. Parfois, le désordre est la meilleure partie. Émilie les observait un sourire tranquille sur le visage. Elle voyait les fissures dans le miroir, mais elles n'étaient plus des signes de rupture. C'étaient de belles lignes complexes sur une carte montrant le chemin qu'ils avaient parcouru pour se retrouver. Le milliardaire avait appris que ses plus grands atouts n'étaient inscrits sur aucune bourse. Ils étaient ici, dans cette cuisine chaude et désordonnée, couverte de chocolat. La fille de la femme de ménage leur avait appris à tous qu'un foyer ne se construit pas avec de l'argent ou des objets, mais avec des moments. Et cet après-midi neigeux, ils construisaient une forteresse de moments, un moment collant et merveilleux à la fois. Chaque fois que je partage l'une de ces histoires, j'espère que cela vous donnera l'occasion de vous échapper un peu du quotidien et de vous laisser flotter. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en l'écoutant. Peut-être que vous vous détendiez après le travail pendant une balade nocturne ou simplement pour vous relaxer. Laissez un petit mot dans les commentaires. Je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nos chemins se recroisent, likez et vous abonnez fait une énorme différence. Nous essayons toujours d'améliorer nos histoires. N'hésitez donc pas à laisser vos retours dans la section des commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.